Salut à tous amis explorateurs, vous êtes sur Apex Epsilon Explorer, le podcast qui étudie les phénomènes de conscience, les voyageurs du corps, notamment. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé évidemment de bonnes fêtes. Je vous souhaite pour ma vingtaine d'abonnés, j'en suis très fier évidemment, d'excellentes fêtes, une belle année 2025. Bon, vous reconnaîtrez qu'on a échappé à la destruction thermonucléaire en 2024, donc on peut garder espoir pour 2025 aussi. Voilà. Haha, un petit peu d'humour sarcastique, ça fait jamais de mal. Bah, aujourd'hui, je vous fais un court podcast qui va principalement, en fait, je vais vous parler de la peur. Voilà, parce que je pense que c'est un frein énorme aux expériences hors du corps volontaires. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit parce que la peur, il y a beaucoup de raisons à la peur, il y a beaucoup de sources à la peur, il y a beaucoup de peurs différentes aussi et on n'a pas forcément la main dessus, au niveau de notre conscient, au niveau de notre moi. Donc forcément, c'est quelque chose qu'il faut soi-même, étudier un petit peu, hein, ses propres peurs. Et quand on parle de peur, et ben, évidemment, on va toujours, devoir se poser la question de la représentation des choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, une peur en soi alors, vous savez que la peur, ça a un objet, d'accord? Contrairement à l'angoisse qui n'en a pas. Donc la peur a toujours un objet. Donc c'est intéressant d'essayer de voir quels sont les objets de nos peurs. Alors c'est vrai, de manière, sociale, collective, on a des peurs collectives, on a des peurs sociales. Vous avez qu'à voir à certains moments, du cinéma, par exemple, des films. Vous regardez des films des années 70 et vous voyez quelle peur s'exprimait plutôt dans ces moments-là par rapport au succès qu'ont eu ces films. Vous voyez? Donc c'est pas un hasard si dans les années 70 vous avez eu L'Exorciste 1, 2, 3, etc. Il y avait une peur comme ça qui était sur une base religieuse, qui avait un lien avec le bien et le mal et le diable, etc. Parce qu'il y avait aussi, surtout en Amérique, mais pas que, des peurs liées à beaucoup la fin en fait des hippies, hein, la fin du mouvement hippie, soit Charles Manson, Richard Ramirez, le tueur de la nuit, etc. Bref, en gros, l'extension grotesque et violente et meurtrière du mouvement hippie, qui était en apparence très très sympathique. Et du coup, boum, on commençait à avoir peur, justement de la fin de la croyance, de l'intervention du diable dans la société, et cetera. Donc ça s'exprimait par, certains films qui ont eu beaucoup de succès à l'époque, qui fonctionnent encore bien aujourd'hui d'ailleurs. Donc ça, c'est des peurs collectives, des représentations collectives. On va être chez Jung avec l'inconscient collectif et effectivement des symboles qu'on va, tous partager dans un espèce de bassin inconscient, collectif, voilà, alors qui est marqué par les représentations culturelles, mais pas que. Vous voyez, je pense que le mal se reconnaît aussi bien en Chine qu'en Amérique, que chez les Dogons, pour d'Éthiopie, j'ai peur de dire une bêtise. Enfin bref. Donc ça c'est une chose. Et puis après vous avez évidemment les peurs individuelles, les peurs personnelles. La peur étant sans doute, je m'avance peut-être un peu, mais étant sans doute la première sensation, la première émotion quand on vient au monde, puisque quand on vient au monde, la première chose à faire, c'est respirer. Et respirer, la première respiration, en général, c'est un cri, hein, c'est un hurlement. Alors, parce que les poumons font mal, parce qu'ils se déplient, etc. Bref, mais j'imagine quand même que, même si on n'en a pas souvenir, en tout cas, peut-être que certains ont le souvenir, mais euh, la majorité d'entre nous non, ça fait très peur, je suppose, d'arriver à la réalité, d'arriver dans le monde, alors qu'on était bien au chaud, bien dans le ventre de la maman, et tout se passait relativement bien. Et boum, on sort. Et alors là, c'est la terreur, c'est la peur. Et c'est une peur qui va être directement programmée chez nous pour être une soupape de sécurité, puisque c'est une peur d'autoconservation, hein, c'est un réflexe d'autoconservation. Donc la peur envoie au corps un signal qui dit: aïe, tu vas mourir, tu vas disparaître,
tu ne vas plus exister et donc il faut, par tous les moyens, subvenir. Donc, téter le sein au début, et puis ensuite, chercher à bouffer. Puis quand la vie, est un peu plus, quand on est un peu plus autonome dans la vie, c'est aller chercher un boulot parce qu'il va falloir avoir des trucs dans l'assiette pour survivre et en fait, c'est ça le fond du problème, c'est la survie, et d'où la peur. Alors vous me direz comment vous expliquez, que ma grand-mère a peur des souris au point de partir en courant si elle en voit une à 100 mètres. Bon, ça s'appelle une phobie, c'est relativement bien compris en psychopathologie, mais ça relève de la même chose. Ça relève de la peur de la mort, hein, tout simplement. Sauf que là, dans cette situation-là, vous avez un objet à la peur qui est la souris. Et qu'est-ce qui fait que la souris déclenche ce réflexe-là de peur? Eh bien, c'est la représentation qui en est faite dans l'esprit de votre grand-mère, d'accord? De votre mère ou peu importe. Et là, il y a quelque chose à voir sur l'idée de représentation, puisque quand vous allez faire des tentatives de sortie de corps et que vous allez réussir certaines tentatives, mais que vous allez être confronté à des images, à des personnages, à des choses qui relèvent purement de la représentation, en tout cas de mon point de vue, et de votre représentation personnelle, même si on retrouve des constantes dans les expériences. Je vous en parlerai peut-être un peu plus après. En tout cas, il y a des choses qui vont se manifester à vous, tout comme dans le rêve, hein, c'est un peu pareil, puisqu'on est toujours un petit peu à la frontière quand même, hein, en sortir du corps, hypnagogie, rêve, tout ça est un peu difficile à démêler bien sûr quand on est dedans, ou quand on en sort en tout cas et avec les souvenirs qu'on en ramène puisqu'ils sont pas toujours complets et voilà, c'est pas évident. Mais vous allez voir des choses, des gens, des corps, des événements qui vont relever quand même de votre propre mode de représentation personnelle. Et c'est un super outil en fait, hein, c'est un super outil pour essayer de comprendre justement qu'est-ce qui peut vous animer là-dedans, dans votre inconscient, dans vos désirs, dans vos peurs justement les plus enfouies, alors qui peuvent être des peurs traumatiques, donc des choses précises qui vous sont arrivées dans le passé, dont vous vous rappelez peut-être, mais parfois dont vous avez plus aucun souvenir, puisqu'elles ont été refoulées dans l'inconscient. Et ça va ressortir sous certaines conditions. Alors, je vous donne un tout petit exemple. J'avais fait une expérience personnelle il y a déjà un petit moment, qui en fait, l'idée c'était que, j'ai fait mes entre guillemets «mon rituel» pour essayer de sortir de mon corps, mais en sachant très bien que j'avais une chance sur 100 d'y arriver, peu importe. Je vous en ai déjà parlé, hein, il n'y a jamais de garantie, de réussite sur, ces exercices-là. Bon, il se trouve que, j'ai repris conscience parce que moi je ne vis pas, ce que d'autres, rapportent, soit, vous savez les manifestations comme si on était dans une machine à laver ou vous voyez des vibrations très fortes ou des choses comme ça. Moi je vis pas ces choses-là. Moi j'ai tendance à perdre conscience, je pense un petit moment, je sais pas combien et d'un coup à reprendre conscience, mais dans un état différent. Donc je pense que je rate en fait, l'étape, je fais pas tout consciemment, mais peu importe parce que le moment où je prends conscience, d'accord? Il y a pas de souci. C'est une conscience qui est, je dirais, soit équivalente à celle de la conscience quotidienne, concentrée, réveillée, même peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus conscient que ça même, je pense. Et donc, sur cette expérience-là, je reprends conscience, je suis à quoi? Une cinquantaine de centimètres à peu près au-dessus de moi-même, au-dessus de mon corps, de mon lit. Devant moi, alors là où il y a normalement un mur, simple, blanc, et cetera, il y a une sorte de couloir, voilà, qui part un peu à l'infini, dans le noir, devant moi et occupant ce couloir à peut-être, 2 mètres de moi, une silhouette, complètement noire. Alors le couloir est noir certes, mais la silhouette est encore plus noire. Elle est vraiment noire, 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 comme un trou noir et elle a la forme, il y a aucun détail, hein, sur cette, silhouette, mais elle a la forme d'un homme, hein, d'un humanoïde clairement, avec un chapeau de type, fedora, années 30. Voilà. Comme ça, hein, c'est ce que ça m'évoque en tout cas.
Voilà. Mais bon, comme c'est tout noir et que ça a pas de détails, c'est difficile, c'est juste une forme, donc je peux aussi l'interpréter de cette manière, alors que c'est sans doute, pas, ce que ça représentait. Mais bref, je le saurai jamais de toute façon, donc aucun problème, je rapporte la chose telle quelle. Cette forme ne me parle pas, cette forme, ne me paraît, comment dire? La forme me paraît animale, voilà, dans son comportement. Elle rayonne quelque chose qui dit en gros, «Casse-toi», voilà, «Casse-toi, tu rien à faire ici». Mais il y a pas de mots, il y a rien, hein, c'est vraiment juste dans l'attitude peut-être physique et ce qui se confirme, très vite, c'est que cette silhouette se rue sur moi, vraiment, physiquement quoi et boum, je me sens relancé dans mon corps immédiatement et je me reprends conscience dans mon rêve, un peu dans le coltard, mais avec cette sensation très nette et très physique d'avoir été balancé, d'avoir été, repoussé, directement, dans mon corps et limite d'être retombé physiquement dans mon corps, attention, je vous parle de ça, c'est une expérience qui dure peut-être 1 seconde et demie ou 2 secondes, hein, pas plus. C'est extraordinairement rapide. Il y a rien, j'ai pas le temps de penser à ce moment-là, j'ai pas le temps d'analyser les choses, hein. C'est vraiment, «Ah, je suis conscient, il y a une silhouette, boum, elle me charge et je reviens», d'accord? C'est aussi rapide que ça, c'est aussi simple que ça. Alors moi j'ai pas de sensation de peur, hein, sur le moment, pas du tout, je suis étonné, voilà, je me réveille un peu parce que c'est vrai que je suis revenu très vite et je suis un peu, dans les vapes et puis là je me dis: «Bah merde, effectivement il y avait un truc et il voulait pas que je vienne, sur son plan, j'en sais rien, chez lui, il voulait pas que je sorte, c'est peut-être un gardien, j'en sais rien, mais voilà, il y a pas un moment où j'ai senti de la méchanceté, de la malveillance de sa part, vous voyez? Parce que c'est voilà, c'est là où je voulais en venir et je vous ai donné cet exemple vraiment pour illustrer ça. C'est que, en fait, il faut alors c'est très facile à dire, je suis d'accord, mais il faut arrêter d'avoir peur, d'accord? Mais vraiment. Alors je vous dis pas qu'il faut arrêter d'avoir peur de tout, le monde est dangereux, il y a plein de gens, malveillants, il y a plein de choses qu'il faut craindre et cetera et se préserver. C'est pas de ça dont je parle, hein. Moi je vous dis, il faut arrêter d'avoir des peurs superstitieuses et ça c'est vraiment, vraiment super important. On est bourré à craquer de peurs superstitieuses, alors à notre manière puisqu'on est des occidentaux, souvent urbains, post-modernes, entre guillemets «rationnels», même si, ce mot fait beaucoup rire je trouve en général, parce qu'on n'a pas grand-chose de rationnel dans nos comportements, quoi qu'il en soit. Mais je veux dire par là, on a des représentations, qui vont être plus de l'ordre des représentations de ce qu'on va avoir vu à la télévision, au cinéma et cetera, plutôt que, bah, nos ancêtres qui avaient sans doute des représentations beaucoup plus liées à la religion, vous voyez, à des images, et d'ailleurs, ils avaient peut-être des images un peu plus, personnelles, un peu plus imaginaires que nous. Parce que nous, on se fait beaucoup imposer de l'imaginaire par le divertissement, on est quand même une civilisation du divertissement où il y a très peu de moments dans la journée, on n'est pas devant un écran à voir des images, produites, vous voyez? Il faut s'en rendre compte de ça. Bon, mais ça n'empêche pas qu'on est tout aussi superstitieux que nos ancêtres. Alors ils étaient loin d'être plus cons que nous, ça j'aime bien le rappeler aussi. D'ailleurs ils ont survécu, ils ont vécu leur vie, ils ont fait des enfants et on est là, donc c'est qu'ils étaient pas si cons et qu'ils ont très bien su, faire leur route, dans le monde qui était le leur. Non, je dis ça parce que souvent on nous impose des visions très, très noires des temps anciens, des mots du Moyen Âge, de l'Antiquité et cetera. Vous inquiétez pas, il y a plein de gens qui ont eu des belles vies à toutes les époques et il y a plein de gens qui ont des vies très, très, très infernales aujourd'hui, notamment à cause d'une certaine évolution de la technologie. Et voilà, et on n'a pas grand-chose à envier à des gens qui vivaient au Moyen Âge, qui vivaient en 1200, qui vivaient même en -500. Il y avait des choses violentes, il y avait des guerres, il y avait plein de trucs, hein, c'était pas la fête tous les jours, mais je crois pas que la vie était forcément bien pire qu'aujourd'hui. Et encore une fois, ça dépend de la vision qu'on a de la vie, puisqu'aujourd'hui on considère toujours que la valeur de la vie, c'est sa durée, hein, on veut durer longtemps. Voilà, ah, moi je veux durer longtemps, je veux pas souffrir, je veux que tout soit
calme. En gros, j'ai envie juste d'être sur mon canapé à regarder Netflix jusqu'à 180 ans et mourir dans mon sommeil sans m'en rendre compte. Voilà, en gros, c'est ce qu'on peut retenir de, de la vision de la vie de beaucoup de nos contemporains. Bon bah désolé les gars, ça va pas se passer comme ça déjà, ça il faut bien le savoir, hein, ça va être plus compliqué que ça à mon avis. Et puis est-ce que vraiment la valeur de la vie c'est sa durée? Bah non, évidemment, la valeur de sa vie c'est ce qu'on en fait, c'est ses actes, c'est bah, peut-être ce qu'on expérimente simplement d'une vie sur l'autre. Mais là après il faut croire à la réincarnation. Bon, on n'y croit pas tous, chacun croit ce qu'il veut, c'est pas un problème. Bon, où j'en étais? Alors oui, ces peurs irraisonnées, il faut essayer de les reconnaître, il faut essayer de les combattre. On a été tous, comment dire, élevés avec des peurs particulières. Bon, mais quand vous sortez, enfin, quand vous faites une sortie hors du corps et puis allez, même pas ça, quand vous rêvez, voilà, juste ça, quand vous rêvez, c'est déjà une forme de sortie hors du corps. Bon, évidemment, plutôt quand vous rêvez lucidement, mais encore une fois, encore faut-il avoir envie de le faire et le faire. Mais si vous le faites, admettons, bah là c'est pareil, vous constaterez très rapidement que si vous amenez dans vos rêves lucides de la peur, et ben les représentations qui vont se manifester dans ces rêves lucides, elles vont s'adapter à cette peur-là et elles vont prendre le visage de cette peur-là. Et la seule conséquence de cette peur que vous amenez avec vous, eh ben, c'est que vous allez sortir de ce rêve. Et c'est dommage et c'est très malheureux parce que vous auriez pu expérimenter plein de choses de super sympas, super positives. Mais c'est votre peur qui a pris le contrôle de vous-même et qui vous a empêché de vivre des choses extraordinaires qui peuvent être de voler, d'avoir des pouvoirs, de discuter avec avec des gens du passé, pourquoi pas, enfin, peu importe toutes les envies que vous pouvez avoir, hein, évidemment, chacun a ses propres envies. Donc, la peur, la peur, la peur. Vraiment, 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 c'est quelque chose qu'il faut travailler. Alors, il suffira jamais de dire ok, j'arrête d'avoir peur, vous savez très bien, c'est comme la cigarette, hein. Ok, j'arrête la cigarette, oui, oui, bah on verra demain. La peur, c'est la même chose, c'est aussi une habitude, c'est aussi des addictions, enfin pas des addictions, mais quoique ça peut l'être. Mais la peur, c'est bah ouais, c'est de l'habitude. On a l'habitude d'avoir peur des choses. D'accord? Si vous parlez de ce sujet-là, de la sortie hors du corps, des rêves lucides, des choses comme ça, alors c'est un peu à la mode maintenant, mais ça reste quand même assez confidentiel. Si vous parlez de ça à des gens qui connaissent pas et puis qui ont une vie très normale, entre guillemets, normée, pas normale, mais normée, donc qui s'intéressent vraiment à leur quotidien, à ce qui se passe à la télévision, à la politique, des choses comme ça. Ouais, et je veux dire qu'à ça, hein, rien de spirituel. Bah, et c'est des gens qui vont vous dire: mais il faut pas faire ça, t'es fou, tu vas devenir fou, tu vas, c'est bizarre», vous voyez tous ces petites choses qui vont vous convaincre que oui, c'est bizarre de faire ça et puis c'est dangereux. Voilà, il y a un danger, alors sur la santé mentale pour les gens qui sont très, rationalistes. Pour les gens qui sont beaucoup plus religieux, à différents degrés, eux, ils vont vous dire: «Mais fais pas ça, c'est les démons, c'est les diables, tu vas visiter l'enfer, c'est les djinns». Alors ça, on entend à toutes les sauces, hein, les djinns apparemment, il y a que ça. Bref, tout ça, c'est des croyances, tout ça, c'est des peurs, ce sont des superstitions. Il y a rien de tout ça en réalité, d'accord? Il y a rien à craindre. Un petit bémol quand même, à partir du moment où vous n'êtes pas diagnostiqué, lourdement bipolaire, schizophrène, de la paranoïa, des choses comme ça qui relèvent vraiment de la psychose et donc de la maladie mentale, je vous déconseille extrêmement fortement de vous intéresser à ces choses-là. Mais, j'allais vous dire, même si vous avez ça, c'est un avertissement, mais personne ne pourra vous empêcher dans votre, fort intérieur, de vous y intéresser et peut-être de pratiquer. Mais je vous le conseille pas quand même, parce que vous n'avez pas le contrôle sur tout. Cela dit, je vais vous lire un passage de Robert Monroe, donc de son bouquin Voyage ultime, qui est édité, chez, Le Jardin des livres, hein, la
maison de Pierre Jovanovic. Et bah, vous en penserez ce que vous en penserez. Je pense que ça exprime pas trop mal ce que je suis en train de vous raconter là. Euh, voilà, et puis encore une fois, bah, après cette lecture, je vous laisserai vaquer à vos voyages. Et bien sûr, j'attends, bah, pourquoi pas, hein, des commentaires, des critiques, pourquoi pas, des abonnements, des pouces, encore mieux, hein. Bon, j'ai aucune ambition de quoi que ce soit avec ma chaîne, hein, on est bien d'accord, je suis très confidentiel et je tiens à le rester parce que de toute façon, c'est pas si je voulais faire un podcast à succès qui me rapporte un max de pognon avec YouTube, je vous garantis que je serais pas sur ce sujet-là, hein. Clairement, je ferais du true crime, je vous parlerai tous les jours de Jeffrey Dahmer et son orchestre, et je pense que je pourrais faire un petit peu de rond là-dessus. Bon, moi, je vous parle vraiment de quelque chose qui me tient à cœur, qui est une forme de passion, hein, chez moi, une passion maîtrisée, contrôlée, évidemment, très intellectualisée, mais pas que. Voilà, donc vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, je vous fais cette lecture de Robert Monroe, et je vous embrasse, et je vous souhaite encore de très bonnes fêtes et de beaux voyages. À plus tard. Le plus grand obstacle à la maîtrise de l'expérience extracorporelle n'est autre que la peur de l'inconnu et de la mort physique. L'attachement de notre esprit conscience à l'environnement physique est très fort. Pratiquement toutes nos pensées sont exprimées en termes d'espace-temps. Or, nous nous trouvons maintenant confrontés à la nécessité de traduire quelque chose de fondamentalement étranger en une notion compréhensible ici et maintenant. La seule façon d'apaiser ces craintes consiste à entrer dans le processus de l'expérience du hors-corps, étape par étape, au ralenti. Cette méthode permet aux novices d'absorber les petits changements et de s'y habituer, tout en découvrant que ces changements ne sont ni dangereux ni menaçants pour la vie physique. À mesure que ces changements s'accumulent, nous aidons l'étudiant à se retourner sans cesse vers la conscience physique complète, afin de conserver un point de référence permanent et familier. Petit à petit, les peurs de base sont libérées. Plus important encore, l'esprit conscience qui s'exerce dans l'état hors du corps diffère sensiblement de celui de l'état de veille physique. Au départ, la concentration intellectuelle et analytique ne semble pas présente, du moins pas dans un langage compréhensible. Cependant, l'insertion de la conscience physique change la donne. A l'inverse, les extrêmes émotionnels du cerveau droit symbolique sont souvent totalement absents, et en général plus difficiles à activer. Ici, l'amour stricto sensu n'est pas considéré comme une émotion. Dans la conscience de l'esprit hors du corps, tout ce que nous sommes est manifesté, pour ainsi dire, au premier plan et au grand jour. Il n'y a pas de subconscience ou de non-conscience enfouie sous des couches de contraintes. Nulle place donc pour la tromperie ou la sournoiserie, car tout ce que nous sommes est exposé. Quoi que nous soyons, nous irradions les faits. Il subsiste toujours un certain transfert de notre pensée physique et de notre conditionnement, que nous finissons par évacuer et rejeter lorsqu'il nous entrave. Il est sans doute tout aussi important d'apprendre dans l'état hors du corps dans quelle mesure nous sommes bien plus que notre corps physique. La réponse à la question de savoir comment et pourquoi nous existons est facilement accessible, pour peu que nous soyons animés du désir et du courage de la découvrir. Dans notre quête d'information, il peut arriver que la réponse reçue ne nous plaise pas. Pour autant, nous savons que nous détenons la bonne réponse. Si vous voulez prouver à vous-même et à personne d'autre que nous survivons à la mort physique, vous pouvez vous placer dans un état extracorporel pour rechercher un ami, un parent ou un proche qui vient de mourir. Pour les retrouver, il vous suffit de vous brancher sur le souvenir que vous gardez de cette personne, ce qu'elle était ou représentait. Plusieurs rencontres de la sorte suffiront. Vous aurez votre preuve non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour vous-même. Vous devrez prendre contact avec elles relativement tôt après leur décès, car la plupart d'entre elles se désintéressent rapidement de la vie qu'elles viennent d'achever. Le voyeurisme est quasi inexistant à l'état hors corps. Des activités beaucoup plus passionnantes sont à votre portée. Grâce aux expériences hors corps, vous pouvez vous déplacer en tout lieu et en tout temps, passé, présent ou futur. Vous pouvez vous rendre directement à n'importe quel endroit de votre choix et observer en détail ce qui s'y trouve et ce qui s'y trame. Sur votre site cible, vous pouvez vous mouvoir pour observer la zone sous différents angles. Seul problème, vous ne pouvez pas saisir les objets physiques. Votre main passe à travers. Grâce à cette liberté, vous pouvez suivre la voie empruntée par les recherches exploratoires de l'Institut. Vous pouvez aller n'importe où sur Terre, à l'intérieur de la Terre et à travers la Terre. Vous pouvez en sortir et jouer autour de la Lune et du système solaire. Tout cela est certes beau et impressionnant.
mais il risque de tourner à la monotonie. C'est ainsi que nous avons vu et connu l'autre face de la Lune avant même que les sondes de la NASA ne prennent leurs photos. Il en était de même pour Mars, où nous avons cherché des artefacts tels que des bâtiments ou des structures qui indiqueraient une forme de vie intelligente. Certains d'entre nous ont même effectué un certain nombre de voyages en dehors du système solaire et se sont le plus souvent perdus, en ce sens qu'ils ne pouvaient pas repérer leur localisation par rapport à la Terre. Rentrer ne posait aucun problème, il suffit à l'explorateur de se concentrer sur son corps physique. La limite fixée par la vitesse de la lumière n'existe pas. Si d'autres êtres intelligents habitent l'univers physique, nous ne les avons pas trouvés, soit ils étaient cachés, soit, et c'est l'hypothèse la plus plausible, nous ne savions pas quoi chercher. Bien entendu, le périmètre de notre exploration était infinitésimal, peut-être qu'en sondant les galaxies plus lointaines, nous y aurions croisé quelqu'un. Un jour peut-être, l'un d'entre nous fera une telle rencontre. L'univers non physique, cependant, représentait une toute autre affaire. Nous avons rencontré des centaines, voire des milliers d'êtres non humains pour la plupart. L'exploration hors du corps est un moyen privilégié pour fonctionner en dehors de l'univers physique. Le second corps de l'état hors corps n'est certainement pas physique. Il participe à un autre système énergétique qui se confond avec le système de la vie terrestre en même temps qu'il demeure en décalage avec lui. L'indice réside dans la facilité avec laquelle on peut trouver ceux qui ont quitté l'existence physique. Quand on cherche une action dans cet autre système énergétique, dans le là, l'effet est quasi instantané. Le système est très peuplé et à mesure qu'on monte en compétence dans le domaine des sorties hors du corps, on y rencontre des amis très spéciaux. Les voies et les sentiers des aventures et explorations extracorporelles sont vastes et variés, et la plupart dépassent les concepts traditionnels de l'espace-temps. Nous ne pouvons appréhender que la partie qui concerne directement le système de la vie terrestre. Nous pouvons tenter de rendre compte du reste, lequel semble illimité, mais nous ne disposons d'aucune base acceptable ou comparable de connaissances et d'expériences pour le mener à bien avec précision. Le problème tient à la tentative de le comprendre et de traduire Le problème tient à la tentative de le comprendre et de traduire ce que l'on y découvre dans le but de le restituer. Ne soyez jamais surpris à votre retour dans le monde physique de voir des larmes couler le long de vos joues. Ce qui s'est passé, c'est que vous avez franchi les limites de la carte des connus et que vous êtes revenu avec d'importantes inconnues converties en connus. Vous réussirez peut-être à convaincre les autres de cette réalité, ou pas. La plupart ne voudront même pas essayer, la connaissance individuelle suffit. Songez à l'influence que cette connaissance, et non la croyance ou la foi, aura sur votre propre modèle de vie. La connaissance que vous êtes effectivement plus que votre corps physique, que vous survivez bel et bien à la mort physique. Ces deux inconnus convertis en connus, sans condition ni contingence, quelle différence cela ferait ? Une perspective différente, une façon claire de percevoir les choses, permettrait de les transformer en connus personnels. Et bien plus encore. Alors détachez votre ceinture de sécurité, prenez vos pointes d'escalade et pourquoi pas une machette et empruntez la grande route.